Écoute un Marocain te parler des tribunes de son pays. Voilà comment s'ouvre une fresque tumultueuse née dans le tumulte des gradins. Ce récit, relayé massivement en ligne via vidéos et témoignages, déborde de tensions, de prises de position enflammées, d'explications parfois douteuses et de récits qui s'opposent farouchement. À travers ces mots se dessine une fresque faite de confusion et de frustration entre l'image policée offerte aux caméras et la réalité brute, tapie dans l'ombre des projecteurs. Ce n'est pas simplement du sport qu'on raconte ici, mais une collision de perceptions sur le comportement des foules marocaines lors des grandes joutes africaines. Imagine un homme marocain qui prend la parole non pas pour plaire, mais pour secouer. Il parle en darija, sans filtre, s'adressant à ses frères comme on réveillerait quelqu'un qui dort trop profondément. Ce qu'il décrit, une scène de chaos bien réelle des gradins en vrac, des jets de pierre, comme s'il s'agissait d'un sport national des bastons entre supporters qui transforment les stades en champs de bataille. Et, derrière les cris, une autre réalité des femmes invisibles, pour la plupart, bossent autour des enceintes sportives, dans des conditions d'un autre siècle, pour une paix qui ne couvre même pas une épicerie de fin de semaine. Tout ça, alors qu'on nous vend le mythe d'un Maroc accueillant moderne, prêt à éblouir l'Afrique. Mais le témoignage ne s'arrête pas là. Très vite le ton monte, et ce qui ressemblait à un constat se transforme en réquisitoire. Il balance des gens qui, passant la nuit, à nettoyer les gradins des scènes qu'on préférerait ne pas voir, des spectateurs qui balancent des objets comme si c'était normal, des infrastructures qui feraient honte à n'importe quelle ville candidate à l'accueil d'un tournoi. Il exige qu'on partage les vidéos, pas pour le buzz, mais pour que les images parlent d'elles-mêmes. On va voir ça après sans montage pour que plus personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Pendant que la tempête médiatique souffle côté marocain, un autre récit prend doucement de l'ampleur, porté cette fois par des voix algériennes, certaines dans les tribunes, d'autres derrière leurs écrans. Leur message clair et bien rodé, les supporters algériens, eux, donnent l'exemple. D'après plusieurs grands médias internationaux, notamment français, leur conduite dans les stades frôle l'exemplarité. Pas de grabuge, des chants maîtrisés et même moment fort, un coup de balai en fin de match. Oui, ramasser les déchets laissés derrière, voilà le symbole ultime de la civilisation brandie comme une carte de visite face au monde. Et les caméras étrangères, elles n'en ratent pas une miette. Mais attention, cette image soignée ne concerne pas tout le monde. La nuance est glissée habilement, il faut distinguer les bons supporters, ceux venus spécialement au Maroc parfois, de loin, souvent fiers et disciplinés, des autres ceux de la diaspora européenne, surtout en France, qu'on accuse de se servir du foot comme prétexte à la provocation. Pour certains, ce sont eux qui mettent le feu aux poudres, ternissent l'image de la communauté et donnent du grain à moudre aux discours les plus hostiles dans les médias occidentaux. Dans ce climat électrique où l'on parle d'unité mais où chacun aiguise ses flèches, voilà que surgissent dans des accusations croisées entre ceux qu'on appelle, non sans ironie, peuple frères. À l'écran, c'est l'embrassade, discours de paix, sourires de façade, bienvenue chaleureuse. Mais une fois les caméras rangées, certains changent de ton. En coulisses, ça insulte, ça alimente des campagnes de discrédit sur les réseaux et ça diffuse des vidéos appelant sans détour les supporters marocains à bouder l'Algérie, à soutenir n'importe qui, sauf eux. Car dit-on, ce voisin serait une menace, un parasite nuisible à la stabilité et à l'économie, et même à la souveraineté du pays hôte. Et puis les médias étrangers, surtout ceux basés en France, entrent dans la danse. Leur reportage, visiblement très inspiré, dresse le portrait d'un public algérien irréprochable, polydiscipliné, presque modèle. Même dans la rivalité,
disent-ils, il reste digne et respectueux du pays qui l'accueille. Pour beaucoup, ces éloges ne sont pas anodins, ils sonnent comme un contrepoids, une réponse implicite à toutes ces tentatives de diabolisation qui s'abattent sur l'Algérie et ses fans. Car derrière le ballon, il y a bien plus que du sport, c'est une bataille d'images, d'influences et de récits où chaque mot devient politique. Et voilà que le débat déjà bien nourri prend une nouvelle dimension, celle de la conscience collective. Des voix se lèvent, prônant l'urgence de penser au-delà de l'individu, sans pour autant lui ôter sa part de responsabilité. Selon elle, l'image d'un peuple ne se résume ni au traité entre chefs d'État, ni au communiqué poli lu sur fond de drapeau. Non, elle se forge dans les gestes du quotidien, dans la manière dont chacun sur le terrain ou derrière un écran agit et réagit. Pendant ce temps, d'autres analystes pointent une manœuvre diplomatique bien plus vaste, la demande du Maroc adressée à Washington de revoir la question des frontières à l'Est. Une tentative, selon eux, de faire oublier l'impasse sur le Sahara occidental en brandissant la carte géographique comme levier géopolitique. Même en Europe, la tension est palpable, sans que cela n'aille pour l'instant jusqu'à stigmatiser des communautés entières. Mais la dernière sortie verbale côté marocain, appelant sans détour à ignorer l'Algérie et à soutenir ses rivaux, a mis le feu aux poudres. Pour certains, c'est une gifle aux valeurs du sport et du bon voisinage. Pour d'autres, un simple acte de souveraineté, un message politique, assumé, face à un vieux contentieux régional. Ce clivage montre bien que dès qu'on mêle football, identité et politique, les stades cessent d'être des lieux de jeu pour devenir des arènes où s'affrontent les récits et les symboles. Au bout du compte, les échanges enflammés autour des tribunes marocaines et les réactions en miroir qu'ils ont provoquées ne relèvent plus du sport à proprement parler. On entre dans un théâtre bien plus vaste, un carrefour où football, stratégie médiatique et enjeux politiques se croisent sans jamais vraiment se heurter de front, mais en s'entrelaçant subtilement. Ce qui aurait dû être un simple match s'est mué en affrontement narratif, deux camps, deux versions, deux vérités. Et dans cette lutte de storytelling, chacun veut briller, rectifier son image, graver sa propre réalité dans l'imaginaire collectif avec l'espoir secret que la raison, la rigueur et le fair play finiront par prendre le dessus. Mais soyons clairs, ce qui s'est cristallisé autour de ces gradins va bien au-delà d'une affaire de ballon rond. Ce qui se joue là entre les cris du public et les montages vidéo viraux, c'est la résurgence de plaies anciennes. Le retour de conflits symboliques camouflés derrière les chants et les drapeaux. Le stade-lieu censé rassembler devient alors le reflet d'un malaise plus profond, tensions géopolitiques, blessures historiques, identités froissées. Autant d'ombres qui dansent sous les projecteurs d'un terrain qu'on croyait neutre, à mesure que les vidéos défilent remixées, découpées, boostées par les algorithmes, et détourner à volonté le message initial s'effiloche. Ce qui naît alors, c'est une version alternative de la réalité, taillée sur mesure pour les réseaux, souvent bien plus brutale en mots qu'en actes. On ne raconte plus ce qui s'est passé, on le réinvente. Ce qui sidère, c'est la vitesse à laquelle l'émotion balaie. La logique, une pique, devient une insulte. Un malentendu se transforme en affront. La rage, la honte, réelle ou fantasmée, et le goût d'une injustice profonde font surgir un nous monolithique, un collectif imaginaire qui prétend parler d'une seule voix comme si tout un peuple pouvait tenir dans une seule émotion. Mais dans la vraie vie, les choses sont rarement aussi simples. Les tribunes, malgré ce qu'en montrent les images, ne forment jamais un seul bloc. Elles sont le reflet d'une foule hétérogène, des parcours uniques, des consciences, plus ou moins éveillées, des intentions parfois nobles, parfois confuses. Pourtant, dans l'espace public, cette richesse s'évapore.
Les nuances s'effacent au profit de raccourcis faciles, où un geste isolé devient soudainement l'illustration de tout un groupe. Le particulier est gommé, le stéréotype triomphe. Aujourd'hui, tout est question d'image. Et dans une époque où les réseaux sociaux dictent le rythme de la perception collective, il suffit de quelques secondes de vidéo d'un titre accrocheur ou d'un montage bien ficelé pour façonner la réputation d'un peuple, d'un pays ou même d'un simple groupe de supporters. Le plus troublant, ce portrait express souvent arraché à son contexte sans explication ni nuance devient rapidement une vérité incontestable, répétée, relayée, validée. Ainsi, une scène de nettoyage post-match devient subitement le maître étalon de la civilité moderne. A l'inverse, une bagarre isolée dans une tribune se mue en preuve irréfutable d'un déclin généralisé. Entre ces deux pôles caricaturaux, la vérité plus banale, plus grise, plus humaine, a bien du mal à se faire entendre. Et comment passer sous silence le rôle central que jouent là les discours politiques et médiatiques dans cette mise en scène permanente. Depuis longtemps, le football est bien plus qu'un jeu. Il devient l'écho public d'enjeux plus profonds. Sur le terrain, ce qui est chanté, crié ou affiché dans les gradins traduit souvent ce qui ne peut être dit à la tribune de l'ONU ou dans les couloirs diplomatiques. Le ballon roule, mais ce sont les mémoires collectives et les tensions identitaires qui s'expriment. Quand les appels au boycott se multiplient, que les accusations de voisins mal intentionnés fusent et que le moindre drapeau brandi semble cacher une manœuvre politique, le simple supporter devient malgré lui une pièce sur l'échiquier d'un conflit narratif bien plus vaste que sa propre ferveur. Dans ce théâtre d'ombre, chaque chanson chantée, chaque bannière levée, chaque extrait vidéo devient une déclaration idéologique analysée, triturée puis rangée dans une case trop étroite pour la complexité réelle. C'est là que la question de la responsabilité individuelle prend tout son sens. Que ce soit dans les tribunes ou sur les réseaux, chacun alimente, consciemment ou non, l'image globale d'un groupe. Ce n'est pas une condamnation collective, mais une réalité médiatique, un geste banal peut être grossi, détourné, puis utilisé comme preuve à charge contre toute une communauté. Dès lors, il ne s'agit pas de craindre l'autre, mais de mesurer la portée de ses propres actes dans un monde où chaque comportement est observé, capturé et rejoué en boucle. L'exigence n'est pas la perfection, mais la lucidité. Cela dit, il ne faut pas tout faire reposer sur les épaules des individus. La responsabilité collective est incontournable. Organisateurs de matchs, fédérations sportives, élus locaux ou gouvernements nationaux, tous ont un rôle essentiel à jouer pour désamorcer la violence, renforcer les infrastructures, faire respecter la dignité des travailleurs invisibles qui gravitent autour des stades et garantir que le sport reste un espace sûr, juste et humain. Quand ceux qui tiennent les rênes, institutions, organisateurs, autorités, se dérobent à leurs devoirs, c'est le supporter qui hérite de tous les rôles ambassadeurs malgré lui et bouc émissaire par défaut. On attend de lui qu'il incarne les valeurs d'un pays tout en évoluant dans un cadre bancal, sans les conditions minimales pour garantir ni respect mutuel ni paix dans les tribunes. C'est un rôle ingrat, piégé dès le départ. Et dans ce chaos ambiant, un vieux réflexe refait toujours surface, comparer, classer, noter. Mettre une foule sur un piédestal et en pointer une autre du doigt. Dire que tel public est éduqué de naissance pendant que l'autre serait prédisposé à la violence, c'est non seulement paresseux, mais profondément dangereux, parce que les débordements n'ont ni passeport ni accent. Et les gestes nobles non plus. Le football mondial en est rempli des bons, des mauvais, et tout ce qu'il y a entre les deux.
Ce genre de discours qui prétend éclairer, mais ne fait qu'assombrir, finit par étouffer le vrai débat. Il remplace la réflexion par le ressentiment. Et pendant que certains s'enorgueillissent ou s'indignent, personne ne creuse les vraies causes des débordements qu'on condamne si facilement. Et pour ne rien arranger, la presse internationale entre souvent dans l'arène avec ses jugements tranchés. Quand elle applaudit, tout le monde se redresse fier d'être reconnu. Mais qu'elle critique, et aussitôt c'est la levée de bouclier, on crie au scandale, à l'injustice, à l'attaque ciblée. La parole médiatique étrangère devient alors un miroir déformant, tantôt glorifiant, tantôt accablant, mais toujours influent. Il ne faut pas se faire d'illusions, aucun regard extérieur n'est totalement vierge de biais. Même les médias, souvent présentés comme arbitres neutres, suivent leurs propres règles du jeu, dictées par des choix éditoriaux, des intérêts politiques ou des impératifs économiques. Leur discours peut éclairer, mais aussi aplatir la complexité, amplifier un détail ou manipuler une séquence à des fins précises. Prendre leurs mots pour argent comptant, c'est renoncer à l'exercice essentiel du doute, celui qui permet de penser au lieu de répéter. Derrière les cris, les vidéos virales et les clashs en ligne, une question de fond se profile. Jusqu'où une société est-elle capable de gérer ses désaccords sans sombrer dans la haine? Le sport, après tout, repose sur la confrontation, mais une confrontation qui devrait rester encadrée par des règles claires, un esprit de compétition loyale et le respect mutuel. Mais lorsque ces balises s'effacent, lorsque l'adversaire cesse d'être un rival pour devenir un ennemi symbolique, qu'il soit moral ou politique, alors le match perd tout ce qui faisait sa beauté. Il devient un défouloir collectif, un théâtre, où s'expriment les frustrations que la société n'a pas su digérer ailleurs. Et tirer une conclusion hâtive, désigner les bons et les mauvais, distribuer des diplômes de vertu à certains et des cartons rouges moraux aux autres, serait passer à côté de l'essentiel. Car ce qui se joue ici dépasse largement le cadre du stade. C'est une radiographie de nos tensions sociales, perte de confiance, sentiment d'injustice, quête éperdue de reconnaissance et ce besoin universel d'être vu, entendu, respecté. Pourquoi le stade devient-il toujours l'épicentre des secousses sociales? Parce qu'il offre ce que peu d'endroits savent créer, une scène à ciel ouvert, une caisse de résonance immédiate et une charge émotionnelle si forte qu'elle transforme chaque cri, chaque regard, chaque geste en un signal visible. C'est là que s'exposent les colères muettes, les frustrations collectives, les fiertés nationales ou encore les blessures mal refermées. Mais sortir de cette spirale ne passera ni par l'autocélébration béate, ni par le jeu facile du bouc émissaire. Il ne s'agit ni d'idéaliser un camp, ni de diaboliser l'autre. La sortie de crise commence par un regard lucide sur les dysfonctionnements, un non catégorique à la violence gratuite et un rejet assumé de toute forme de stigmatisation. Et surtout par un effort sincère pour rappeler ce que le sport devrait rester avant tout, un terrain de jeu partagé où la compétition rime avec respect et l'émotion avec joie. Mais tant que les gradins seront utilisés comme des estrades de règlement de comptes idéologiques, tant qu'on y criera plus fort pour dénoncer que pour soutenir, alors rien ne changera vraiment. Les mêmes blessures se rouvriront. Les mêmes polémiques reviendront. Et le cercle continuera encore
et encore. Au fond, ce tumulte autour des tribunes dépasse largement le cadre d'un simple match ou d'une querelle de voisinage. Ce qui se joue ici, c'est une interrogation bien plus profonde. Sommes-nous, en tant que société, capables d'accepter la différence sans nous crisper? Avons-nous le courage de nous regarder en face sans filtre flatteur et de regarder l'autre sans le transformer systématiquement en menace? Ce débat, en réalité, touche au cœur de notre maturité collective. Et tant que cette maturité ne sera pas au rendez-vous, les stades resteront des champs de tension déguisés en arènes sportives. Mais si un jour chacun apprend à crier sans haïr, à vibrer sans diviser, à soutenir sans exclure, alors peut-être que ces lieux reprendront leur véritable rôle des espaces où l'on célèbre le jeu, le talent, l'émotion et surtout le respect de ceux qui partagent le terrain.